C'est parti, on est en direct. Bon, good. Ah oui, là, c'est parfait, ça. Bon. Aujourd'hui, bon, avant qu'on commence, on a-tu atteint nos 800 000 comme d'habitude? Comme d'habitude. OK, c'est comme d'habitude. Bon, on est mieux de pas trop poser de questions. On va parler de la jauge à essence, la mystérieuse jauge à essence. Évidemment, dans le réservoir, on ne voit pas ce qui se passe, mais il y en a plusieurs quand même qui ont une bonne idée de ce que c'est, là. Mais c'est ça qu'on a à l'intérieur du réservoir d'essence. Lui, c'en est un qu'on a retiré qui était défectueux. Tu vas t'approcher? Bon, arrive. On voit bien que la partie extérieure où le capuchon est rouillé, ça veut dire que c'était sur le dessus du réservoir. À l'intérieur, c'est beaucoup plus propre. C'est ce qui était à l'intérieur. Je ne vous cache rien. Maintenant, ici, pourquoi ça monte puis ça descend sans Viagra? Bien, c'est parce qu'il y a un flotteur qui est plein d'air ici. Et puis, évidemment, quand on n'a pas d'essence, il descend en bas, puis à mesure que l'essence emplit le réservoir, ça va jusqu'en haut. Bon. T'as pas aimé mon choix de blague? Non? OK. J'ai rien à dire là-dessus. C'est bon. OK, c'est correct. OK, là, on va démystifier comment ça marche, tout ça. J'ai oublié de me prendre une paire de cutters. Guy, s'il te plaît, on va le démonter et vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Mais surtout, on va vous montrer comment ça fonctionne ou vous faire comprendre comment ça marche. Puis la plupart des voitures anciennes, bien, c'est peut-être pas tant que ça, là, mais il y en a beaucoup qui arrivent ici avec des indicateurs de niveau d'essence qui ne fonctionnent pas. On va vous expliquer comment on diagnostique ça et puis comment est-ce qu'on corrige ou, à la limite, merci. Comment est-ce qu'on corrige ou... ils sont bleus, ceux-là. J'aurais aimé ça qu'ils soient verts. Non, c'est bon. Ah, il est taquin aujourd'hui. Ouais, taquin, ouais, c'est ça. Ben, on nous a demandé des jokes, j'en ai pas, fait que je fais des petits bouts à mesure demain. OK. On va vous montrer comment ça fonctionne, comment les diagnostiquer, puis vous allez voir, c'est pas bien sorcier. Par contre, ça peut venir difficile pour certains de diagnostiquer le problème, ou bien faire comme tout le monde fait, puis ou la majorité font, puis que j'aime pas, là, en réalité, là, puis que je me bats contre ça, c'est d'utiliser les forums ou les pages Facebook, mon aiguille ne bouge pas, je fais quoi ou c'est quoi mon problème, bien, ça ne se règle pas aussi facilement que ça, là. Bon. Là-dedans, il y a un rhéostat où il y a une résistance variable, où il y a, appelez ça comme vous voudrez, là, mais il y a une pièce là-dedans qui glisse sur une autre qui est fixe, puis ça va changer la valeur de la résistance entre le bas ou le vide et le plein. On va faire une expérience avec le multimètre qu'il y a ici. On va se brancher à la masse d'un côté, parce que le réservoir doit être à la masse. Et puis, on va se brancher là où notre cadran vient se brancher ici. Alors, si on regarde ici, tiens, on va y aller comme ça. Je ne sais pas si j'étais capable de voir sur le... Mettons qu'on met les deux de même. Mettons qu'on met les deux de même. Comme ça, on est en position E, on a une lecture d'à peu près 80 ohms environ. À mesure que le réservoir se remplit, on s'approche du zéro. Celui-là se rend à 15 ohms. En réalité, il devrait se rendre à zéro, celui-là. C'est pour ça qu'on l'a remplacé, il est défectueux. Mais ça vous donne une idée. Mon multimètre simule l'action de l'aiguille qu'il y a dans le tableau de bord. Le multimètre est témoin de la différence de résistance entre le full et le empty. Tout ça en excellent français, doté d'un accent anglophone réputé. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? J'ai oublié mon... C'est le seul verre que j'ai trouvé. Tiens, je vais mettre ça dedans. Tiens, non, il tient même pas. De même, tiens. Non, il tient même pas. Ah, OK, là, je ferai attention de ne pas dire des conneries. Je voulais avoir mon crayon aussi. Ça me prendrait un crayon feutre, Guy. Désolé. Crayon, regarde, j'ai commencé à faire du noir, là. Fait que continue avec du noir. Ça, c'est le schéma électrique de la très, très grande majorité des voitures anciennes pour faire fonctionner l'aiguille. Là, l'aiguille, je ne l'ai pas dessinée parce que on va faire la simulation, là. Bon, ça va être presque live, mais bon, quand j'aurai un crayon. Je pense qu'il fait le tour pour être sûr de ne pas être dans la caméra. Il est direct dedans. Oh, puis il est pile dedans. Merci. Bon. OK. Bon. Il y a beaucoup de jauges à essence comme ça
qui ont une mesure de 0,30 ohms. Il y en a qui ont de 30 à 90 ohms. Là, je n'ai pas écrit, mais il y a 80, 90 à 0 aussi. Ou 0,90, peu importe. Voici le flotteur en question avec le curseur à l'intérieur. Tantôt, je vais le démonter. C'est pour ça que j'ai mes cutters qui sont bleus et que je voulais vert. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez comprendre un peu mieux par la suite. Là, présentement, on est à E. Le F, il va être ici. Et puis, il monte, il descend comme ça. On comprend le principe. L'aiguille ou le cadran qu'on a dans le tableau de bord, il y a 2 bobines. La majorité du temps, c'est comme ça que ça se passe. Il y a 2 bobines. Il y en a une qui est collectée directement on va dire à la switch ignition, ou plutôt à l'accessoire, peu importe. Quand on met à on, cette bobine-là est activée, a toujours la même teneur en champ magnétique, si on peut dire. L'autre bobine aussi est activée parce qu'elle est connectée sur la batterie aussi. En réalité, je pourrais tirer une ligne entre les deux, ça serait pareil. Quand on met à on, elle aussi, le courant passe dedans, mais au lieu de s'en aller directement à la masse, ce qu'on va faire avec cette bobine-là, c'est qu'on va faire varier le champ magnétique grâce à notre jauge qui est dans le réservoir à essence, ce qui va changer en plus ou en moins par rapport à celui-là. Je vais arriver avec mon dessin tantôt, là, mais quand on est à E, la résistance n'est pas la même qu'à F, alors on n'a pas le même champ magnétique ici. Fait que le E est ici, le F est ici. Si on est en bas comme ça, la résistance est faible, est élevée plutôt, on se ramasse avec un champ magnétique plutôt faible. Notre aiguille se ramasse ici, à E, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un ressort en boudin qui la force à se ramener à E. Alors, si on n'a pas beaucoup de champ magnétique, puis qu'on en a un qui est très fort sur ce côté-là, forcément, l'aiguille s'en va par là. Si on soulève notre flotteur ici, lui, il s'en vient là. Le curseur à l'intérieur, vous allez voir quand je vais l'ouvrir, il s'en vient ici. On se ramasse plus proche du 0 ohm ou 0 résistance. Ça veut dire que on se ramasse pratiquement, on va dire, à la masse ici. Étant donné que cette bobine-là n'est pas identique à celle-là, quand les deux sont branchés à la masse, elle est plus forte. Le champ magnétique est plus fort. Donc, elle attire notre aiguille sur ce côté-là. Elle bat le ressort, elle combat le ressort, elle combat le champ magnétique d'elle aussi. Et puis c'est pour ça qu'elle se rend à full. Évidemment, à mesure que l'essence descend dans le réservoir, ça descend comme ça, la résistance augmente, et puis elle affaiblit, ça s'en va là, et puis on s'en va à eux. C'est simple, hein? Alors, viens me voir. Je ne sais pas si tu es capable de voir le bobinage correctement qu'il y a à l'intérieur. Vois-tu bien? Oui. Bon, les tours de fil qu'il y a là, c'est un fil qui a une résistance dedans due à sa longueur. On lui fait faire des tours. À chaque tour, lorsque le curseur qui est ici, il touche, mais la valeur de la résistance change. Si on fait l'assemblage, on voit bien ici que le curseur qui est là avec la pointe vient frotter sur les petites lignes ou les petits fils, on peut appeler ça comme on veut, là, à l'intérieur ici. Et puis, ça monte, ça descend, ça frotte sur le fil à l'intérieur. On voit bien ici, ça suit l'action du flotteur. Évidemment, ça s'use à un moment donné, puis là, il faut les remplacer parce que le fil se brise ou l'oxydation se met là-dedans, puis enfin bref. Avant de condamner quoi que ce soit sur vos réservoirs d'essence, ou pas vos réservoirs d'essence, mais sur la jauge à essence qui ne fonctionne pas, primo, il faut que le réservoir, à moins que le véhicule ait été restauré, puis même si le véhicule a été restauré, c'est important aussi, il faut absolument que le réservoir soit connecté à la masse correctement, qu'il soit groundé en bon français. La plupart de ceux qui font des belles restaurations, parfois peinturent le réservoir d'essence, oublient d'ajouter un fil pour être certain qu'il va à la carrosserie, que les courroies touchent à la carrosserie, que tout soit parfait, que le réservoir est vraiment connecté à la masse,
parce que lui est connecté au réservoir par son assemblage. Ça veut dire que le retour du courant se fait par le réservoir, du réservoir à la masse. Si le réservoir est très rouillé ou si le réservoir est très peinturé, bien, on peut avoir un problème avec ça. Il faut absolument vérifier ça. Deuxième des choses, si on veut savoir si c'est la jauge qui est défectueuse ou bien l'aiguille qu'il y a dans le tableau de bord, bien, on démonte le fil qu'il y a ici. Et puis le fil qu'on a dans nos mains, qui a été retiré de là, on le met directement à la masse avec l'interrupteur d'allumage à on. L'aiguille va partir directement dans le full. Si l'aiguille ne va pas à full, bien là, on a un problème entre notre main ou le terminal et le cadran. Ça ne veut pas dire que le cadran est défectueux. Ça peut être le filage entre le coffre, en général, le réservoir est en arrière, entre le coffre et le tableau de bord. Il peut y avoir un problème là ou un problème d'alimentation parce que le cadran, lui, n'oubliez pas, le cadran est alimenté par la batterie quand on le met à on. Fait que si le cadran n'est pas allumé, évidemment, il ne se passera rien ici. Même si votre curseur est bon, même si le réservoir est très bien groundé, ces trucs-là, il n'y a rien qui va bouger. Fait qu'il ne faut pas non plus aller trop vite dans le diagnostic de ça parce qu'on peut se tromper ou acheter des pièces ou, enfin bref, pas arriver à des résultats qu'on souhaiterait avoir. Quand on reçoit une jauge neuve, ne pas prendre pour acquis que ça va marquer juste dans le tableau de bord. Là, c'est rendu 11 fois sur 10. Je pense que c'est assez fréquent, 11 fois sur 10, qu'on reçoit des jauges à essence qui ne sont pas tout à fait adaptées. C'est du générique la plupart du temps. Et puis, il faut absolument les vérifier. Si on la met dans le trou et qu'on ne s'en préoccupe pas, bien, on va soit très probablement pas avoir l'aiguille à full à la bonne place, la même chose à eux, ou les deux. L'aiguille va bouger, mais elle va indiquer n'importe quoi. Alors, dans un cas comme ça, on l'installe dans le réservoir. On enlève, évidemment, le réservoir en général, il est enlevé. On enlève le réservoir, il est vide. On prend un multimètre de ce genre-là. On vérifie si on est à zéro quand l'aiguille, pas l'aiguille, mais le flotteur est en bas. On tourne le réservoir à l'envers, on le fait tourner dans l'autre sens pour simuler le full. Puis là, on est supposé avoir le 30 ou le 90, dépendamment des specs du fabricant. Si on n'a pas ça, eh bien, il faut soit plier la tige ici. Il faut faire attention quand on plie la tige. On peut corriger d'un côté, mais on va amplifier un problème de l'autre. J'ai vu très souvent qu'on a dû couper, raccourcir ici. On le tapait avant de le souder. On le tapait, on le réessayait, ça ne marchait pas, on le raccourcissait, on jouait avec, jusqu'à temps qu'on avait la lecture qu'on voulait. Puis après ça, bien là, on pouvait faire une taque de soudure, mettre ça là-dedans, puis là, on avait une indication qui était valable. Si on ne fait pas ça, vous risquez que ça ne marche pas du tout, ou bien que ça va indiquer n'importe quoi. Ça a l'air innocent, ça a l'air facile, mais tout ça peut prendre beaucoup d'heures pour que ça finisse par une job correcte, puis que ça indique bien comme d'origine. Voilà. Maintenant, je vais en profiter pour parler de ça. On avait fait un à quoi ça sert à un moment donné, mais là, à l'époque du à quoi ça sert, il y avait 12 personnes, puis là, on est rendu à 800 000, ça a l'air, fait qu'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas vu. Ça ici, là, ça se trouve être un filtreur. L'aspiration d'essence se fait ici, au pied de la jauge. Autrement dit, c'est là-dedans dans le réservoir, c'est comme ça. C'est un filtre à essence. Ce filtre à essence permet à l'essence de passer, c'est correct, hein? Mais aussi empêche l'eau de passer. C'est ça qui est génial avec ça. On va faire une petite démo parce que ça va être plus facile à voir avec ça. Ce filtre à essence est dans une pompe à essence des produits d'IGM, même Ford en a eu pas mal aussi avec ça. Et puis, c'est posé comme ça. L'essence, il y a la cuve soit en verre ou en métal en dessous. L'essence arrive comme ça et elle remonte. Fait que s'il y a des résidus, la poussière reste accumulée dans le fond de la cuve. Et l'eau, la même chose. Fait que, on va faire une petite démo. Si on prend de l'essence, l'essence passe très bien au travers. L'eau ne traverse pas. On a vu beaucoup de gens qui sont venus ici avec des pompes à essence où ce petit filtre magique avait été enlevé sous prétexte que, je ne sais pas moi,
Blanche-Neige et les Sept Nains avait raconté sur une vieille page Facebook dans un livre d'histoire qu'il fallait l'enlever. Bon, ben non, il ne faut pas l'enlever. C'était pas Blanche-Neige, hein? Je me suis trompé. C'était pas Blanche-Neige, c'était Cendrillon. Ah, c'était Cendrillon. OK. Ouais, c'était Cendrillon. Bon, bien, Cendrillon, là, avait pas raison. Il fallait pas l'enlever. Puis pas plus que ceux comme ça qu'on pourrait... Celui-là, c'est un modèle qu'on peut acheter à part. C'est très, très rare qu'on peut les avoir à part. Généralement, ils viennent avec la jauge et le tuyau et tout ça. Mais si on pouvait en trouver facilement qui s'installent sur à peu près n'importe quel réservoir, tout ça, ça c'est des filtreurs qui sont très, très bien. Puis ça empêche, à la limite, ça empêche de mettre un filtreur sur la ligne aussi, un filtreur externe. Puis l'avantage de ça, c'est que lorsqu'il est comme ça dans le réservoir, dans le bas, si vous avez plein de merde, là, bien, quand la merde est aspirée avec l'essence, elle s'approche de ça, lui, il va le freiner, mais c'est un filtreur auto-nettoyant parce que quand vous allez arrêter le moteur, bien, il n'y aura plus d'aspiration, l'essence va arrêter de monter et puis les cochonneries vont retomber au fond. Fait que lui, il est toujours propre. Tout le temps. On voit des réservoirs qu'on démonte quand ils ont équipé de ce produit-là. On voit des réservoirs avec plein de choses dans le fond, mais lui est toujours propre. Alors, y a-t-il des questions? Parce que je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Pas de questions dans l'assistance. Bon, bien, s'il n'y a pas de questions, nous autres, on va retourner à nos vaquer à nos occupations. Et puis, le 4 décembre, c'est bien le 4 décembre? Là? Absolument. Samedi, Ouais. le 4 décembre, c'est le retour des ateliers mécaniques en personne. En live, oui. Mais on va les faire en direct sur la page Facebook aussi. Ouais. Donc, assurez-vous d'être connecté à 10h samedi, le 4 décembre, pour Ouais. le live. On donnera la date de celui de janvier, le 4 décembre, à ce moment-là, ou on le sait déjà? Oui, ben moi je le sais, mais je garde le secret. Ah, OK. Moi, je ne le sais même pas. J'espère que je vais être invité. Oui. En tout cas, on verra. Bon, bien, salut Bon tout le monde. week-end. Bye.